Donc ce qui est plus important pour moi, c'est l'événement que je vous ai cité. Donc le match du Maroc au Togo 0-0, match nul, et le voyage après le match le lendemain lundi avec mon père à Marrakech pour voir un cousin à nous qui travaille là-bas. Et donc on a passé la semaine. Donc j'ai raté 2 cercles, 2 dimanches. Le dimanche du match et le dimanche où j'étais à Marrakech pour la visite familiale. De retour, c'était l'heure du Maghreb. J'ai fait l'adhan parce que le cheikh que Bouchaïb Lahadna, il me privilégie. Il m'a envoyé faire l'adhan. Et je suis arrivé à l'esplanade de la mosquée, Saha, la cour de la mosquée. Et ce frère qui s'appelle Abdillah m'interpelle. Où tu étais absent? Et il m'interpelle d'une façon agressive. Comme un prof, c'est comme si je dois rendre des comptes. C'est-à-dire pourquoi tu as raté le dimanche d'avant et le dimanche dernier. Alors je lui dis le dimanche, simplement, spontané, je lui dis le dimanche, il y avait le match Maroc-Togo, j'étais avec mon grand frère, on est parti voir le match, il m'a invité, et le dimanche d'après, j'étais en voyage avec mon père à Marrakech pour voir de la famille. Et quand j'ai dit de la famille, j'ai dit, j'étais en tourisme, je suis parti touriste, voir de la famille. Et il me sort le grand hadith. La siyaha fi al-islam. Siyahatu ummati al-jihad. Pas de tourisme dans l'islam. C'est comme ça qu'il l'a traduit. Et le tourisme de ma communauté, c'est le jihad. Le martyr. Le jihad. Je n'ai pas prié le Maghrib. C'est là où je me suis arrêté. Je n'ai pas prié le Maghrib. Je vous le jure. Et je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi. J'ai fait demi-tour, je suis parti à la mosquée. J'ai arrêté de prier pendant à peu près 15 jours, une semaine, 15 jours, je ne me rappelle pas. Coupure totale avec la mosquée. C'était pour moi, il m'a secoué. Et moi, ce terme-là, je ne les connais pas. Mais j'ai compris autre chose. J'ai compris qu'il y a un contrôle sur ma personne. Qu'il veut me contrôler. Quelqu'un qui te demande des comptes à rendre. Pourquoi tu n'es pas venu dimanche? Et pourquoi tu n'es pas venu le deuxième dimanche? Donc il me demande des comptes à rendre. Mais t'es qui toi pour me demander des comptes à rendre? Le jour où vous nous avez interpellés, il y a une halaqa, il y a du dhikr, on va prendre la religion, tu m'as pas dit que tu t'engages et tu n'as pas le droit à la sortie. Tu ne m'as pas dit ça. Donc j'ai vu qu'il veut exercer une emprise sur ma personne. Pourquoi ça m'a fait peur? Il y a un problème familial. C'est ce qui va me rendre très vigilant. Avec tous ceux qui voudront avoir une emprise sur toi ou vouloir t'endoctriner. J'avais mon frère qui est mort en 1999. Il est mort à l'armée de l'air marocaine. Il a fait un accident entre Khmissat et Tifelt. Il a fait un accident, il est resté en coma 20 jours et quelques. Puis il est mort suite à cet accident. Mon frère, c'était quelqu'un de très doué. Mathématiques, physique, c'était un super doué. Il était très connu. Il était au lycée Khawarizmi de Casablanca. Un jour, des gens civils viennent chez nous. C'était le coucher du soleil à l'heure du Maghrib. Il toque. Où est Ahmed? Mon père, il était devant la porte, il voulait partir prier le Maghrib. Il leur dit non, il n'est pas là. Vous savez pas où il est? Il a dit, vous êtes qui? Il a dit, des amis. Mon frère, en 92, il devrait avoir 18 ans, 19 ans. Parce qu'il est en 1954. Alors mon père les prend. Nous, on habite la rue 13. Il y a une rue, numéro 10, et dans cette rue-là, il y a le billard. Il sait que mon frère se trouve dans le billard. Il aime jouer au billard. Le billard, les boules de billard. Et une fois qu'ils sont arrivés là-bas, ils se sont jetés sur lui, ils l'ont menotté, ils l'ont fait monter dans la voiture. C'était la police. Il a été arrêté pour question de sécurité nationale. Al-Ikhlal bil-Amn, l'Am al-Watani. C'était étudiant al-Khawarizmi. Cette année-là, il allait passer son bac. Il allait passer son bac. Je crois que c'était le mois de février ou le mois de mars. Pas loin du bac.
Je ne me rappelle pas de la date, mais je sais qu'en plein 16 ans. Et il va recevoir, il va être condamné à 6 mois de prison. Et j'ai vu la douleur de ma mère. J'ai vu qu'est-ce qu'il en a pleuré. J'ai vu qu'est-ce qu'il en a souffert. Et le problème, tu ne peux pas avoir d'informations. Pourquoi il a été arrêté? Il se trouve où à Casablanca? Dans quel commissariat? Pendant presque 2 semaines ou 3 semaines, on n'en sait rien du tout. Et pourtant, dans notre famille, il y a des gens qui sont bien placés dans la police. Et depuis ce temps-là, c'est comme un vaccin. C'est comme un vaccin. C'est-à-dire, moi j'étais petit, en 72, quel âge ai-je? 11 ans. 11 ans, 72, 73. L'année scolaire 72, 73, j'avais 11 ans. Et 11 ans, tu vois la maman souffrir, tu vois le papa souffrir. Et je me rappelle que la première phrase qu'elle a dite, ma mère, à mon père, il l'a pris comme ça. Il a pris mon père comme ça, ma mère, il lui a dit, t'as osé avec tes propres pieds prendre la police jusqu'à ton fils pour qu'il l'arrête? Il n'avait pas. Il était dans le déni, ma mère. Il accuse mon père de ramener la police à mon frère. Mais eux, c'est des policiers, ils ont dit à mon père, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? On est des amis. Et mon père, sur le coup, de toute façon, ils vont l'arrêter. Même s'il ne va pas les ramener jusqu'à lui. Ils vont finir par l'arrêter. Et j'ai vu la colère de ma mère. Et il commence à nous expliquer. Cependant, quand mon frère il a été arrêté pour ce problème de sécurité, police nationale ou sécurité nationale, ikhlal bil amn al-watani. C'est ce qui est écrit dans l'attestation, parce que quand on allait rentrer lui rendre visite en prison, j'étais une fois lui rendre visite, et je voyais, on devrait remplir. Et c'est écrit, la cause de l'arrêt, al-ikhlal bil amn al-watani. Dans les pays du Moyen-Orient, ils l'appellent ikhlal bil amn al-qawmi. Ils disent ikhlal bil amn al-qawmi. Perturbation de la sécurité nationale, mais ils ne disent pas al-watani, ils disent al-qawmi. Au Maroc, ils notaient l'ikhlal bil-amn al-watani. Je me rappelle très bien de cet événement. Et après, on entend que mon frère est innocent. Et ce sont des amis à lui qui étaient adhérés à ce qu'on appelle Harakat ila al-amam. C'est un mouvement communiste. Harakat ila al-amam, et ils ont distribué des tracts devant le lycée. Voilà ce qu'on leur reprochait. Des tracts qui appellent à la grève devant le lycée Khawarizmi. Et qui portait les tracts dans son cartable? Selon la version qu'on a reçue, lui il n'a pas distribué, mais lui il les a portés dans son cartable. C'est dans son cartable. Arrivé devant la porte du lycée, lui on dit sur nous les tracts. Et il y en a qui surveillaient, l'ont vu sortir les tracts de son cartable. C'est la version qu'on a reçue. Mais ce n'est pas la version qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est la douleur qu'on a vue dans la famille. J'ai vu dans la famille des gens nous tourner le dos. Des familles proches, ils ne veulent plus venir nous toquer la porte. Tout le monde a peur. Il y en a qui disent qu'ils l'ont ramené et l'ont arrêté enchaîné avec des chaînes. Il y en a qui disent, on a entendu de tout, qu'ils l'ont mis dans ce qu'on appelle un sac, cagoulé. Nous, que l'habitude, la porte, tu entends toquer, d'qaqa. D'qaqa, c'est une main avec un morceau de pierre. Quand quelqu'un toque, quel bruit elle fait. Et ça m'a marqué. J'avais 11 ans, 12 ans, je voyais ma mère, comment elle pleurait, comment elle préparait le panier pour aller lui rendre visite à en prison. Et on a vu la solidarité de la famille proche, et on a vu, et j'ai vu comment les gens nous ont tourné le dos. De la famille, même des gens de la famille. Les visites familiales, certains cousins lointains. Fini, il ne faut pas aller dans cette maison, il est surveillé. Et à l'époque, on ne parle pas de terrorisme, on parle de quelqu'un, peut-être un groupe ou un groupuscule qui a voulu faire un coup d'État ou qui a voulu créer le désordre dans le pays, dans le royaume. J'avais 11 ans, 12 ans, je me rappelle que j'étais 11 ans, 12 ans, je viens de rentrer au collège, je me rappelle. Maintenant, je me rappelle que j'étais au CO1, classe d'observation. On appelle classe d'observation. Donc j'avais 12 ans. 73, c'est juste. Et cet événement m'a beaucoup touché, de ne pas faire confiance aux copains et aux amis.
Parce que ma mère ne va pas cesser. Faites attention. Faites attention. Que ce qu'on vous donne, que ce que vous lisez. Faites attention. Que ce qu'on vous apprend. Le seul lieu où j'étais en sécurité, quand j'allais chez le frère, c'est Saleh. Celui-là, c'est de la famille, on le connaît. Mais au collège, on fait attention. Tu prends pas de documents. Tu prends pas de lettres. Tu suis pas les manifestations. Pourquoi? Parce qu'on a reçu un traumatisme. On l'a vécu au sein de la famille. Et j'ai vu la maman, qu'est-ce qu'elle en a. J'ai vu ma sœur, j'ai vu... C'était une douleur. Et soudain, quelqu'un vient me voir, il me dit, tu t'es absenté de dimanche. Tu étais où? Et ce n'est pas seulement tu étais où? Il te dit, pas de tourisme en islam. Le tourisme en islam, c'est le djihad. Entre 12 ans, 18 ans. On me dit cette phrase. Et j'ai un cumul derrière moi. J'ai un vécu. J'ai quelque chose qu'on a vécu dans la maison. Chez nous. Des nuits blanches. Une mère qui pleure pendant 15 jours parce qu'il ne sait pas où il est son fils. C'est pas comme les prisonniers, les autres prisonniers. Quelqu'un qu'on va le prendre dans la rue, un voyou, un voleur, quelqu'un qui a fait un accident, qui a agressé. Celui-là, tu sais dans quel arrondissement il est, dans quel commissariat. Personne. Je vais vous dire une chose. J'avais un cousin qui était commissaire. Le cousin germain à ma mère. Allah yarhamoum, tous ils sont morts. Le cousin germain à ma mère. Il était à Al-Jadida. À l'époque, il était commissaire à Al-Jadida. Et ma mère, il est parti le voir. Il l'a vu. Il lui a dit, t'es venu pour me voir pour Ahmed? Il lui a dit oui. Il lui a dit, allez, sors. Il n'a pas voulu recevoir. Il lui a dit, tu veux me condamner dans mon travail? Mais moi, je ne sais pas où il est ton fils. Il était commissaire. Allez, tu sors. Et ne me parle pas de lui. Pour vous dire que l'affaire, ce n'est pas... Et le monsieur vient me dire, pas de tourisme. Vous savez, il a ouvert une cicatrice. Et je ne peux pas oublier cela. Alors, quelqu'un va me dire, mais bon, t'as pas aimé ce qu'il t'a dit, pourquoi tu arrêtes la prière? Mais il faut que tu vis le traumatisme que j'ai vécu. À 11 ans, 12 ans, comme mon frère, il était emprisonné. Parce que on n'a plus le goût de manger dans la maison. On n'a plus le goût de dormir. Pourquoi? Parce que la maman, elle souffre. La maman ne dort pas. La maman, mon fils, et quand elle regarde mon père, elle lui dit, c'est toi. Le seul qui est resté devant elle pour l'accuser, le pointer, c'était mon père, il est mort, il est morte. C'est toi. Il a fallu 15 jours pour qu'on puisse savoir qu'effectivement, il est où, et que ce qu'on lui reproche, et qu'on puisse lui donner à manger, et quelqu'un puisse lui rendre visite, après 15 jours de disparition. Même tu vas au commissariat, tu te dis non, on n'a pas ce nom parmi les arrêtés. Tu as l'impression que c'est peut-être des canulars. C'est une arnaque des gens qui sont venus avec des menottes, ils l'ont pris et c'était pas de la police. On est parti dans tous les sens et dans toutes les suppositions possibles. Parce que personne ne te donne une information. On nous parle du commissariat de Moulay Ali Shrif. Il y a un quartier qui s'appelle Moulay Ali Shrif. Il y avait un commissariat clandestin là-bas pour les détenus politiques. On nous parle. Toutes les portes, ils étaient toquées par mon père, par ma sœur, par mes cousins, mes cousines. J'avais une cousine qui travaillait dans le ministre de la Justice, qui est un grand cadre. Personne n'a osé ramener une information concernant mon frère. Ah, je vous laisse imaginer. Pendant 15 jours, peut-être qu'on attend, ma mère à un certain moment, il attend une information, qu'ils l'ont trouvé mort, tué. Oui, il est parti à ce délire, la maman. Peut-être qu'ils vont le lui ramener. Elle dit, au moins je vais savoir qu'il est mort. Au moins. Vous savez, la pire des choses qui peut arriver, c'est l'attente. Al-intidar. La pire des choses. Et tu sais pas. Tu sais, une femme, elle est enceinte, elle va accoucher. Tu sais qu'à 9 mois, il va accoucher. Mais quelque chose, tu sais pas quand est-ce que ça va accoucher. Et après 15 jours, on a appris qu'ils étaient 14 ou 15 qui étaient arrêtés du lycée de Khawarizmi à cause de cette affaire-là. Et alhamdoulilah, à ce moment-là, il faut prendre avocat, il faut engager une procédure judiciaire, il faut chercher à le défendre, il faut établir les contacts. Et là, c'est une autre machine qui va se mettre en marche. Et cette machine qui va se mettre en marche, alors il faut faire attention. Il y a des conséquences. Et c'est quoi les conséquences sur notre éducation, nous les petits, à la maison? Et c'est ça, ma réaction, elle était, la première des choses, c'est ça.
C'est qui lui? Et j'ai pensé, j'ai remis directement le lien avec mon frère. Parce que mon frère, on nous dit, on lui a donné des feuilles, il lui a dit, garde ça dans ton cartable. Garde ça avec toi. Et après, il lui dit, redonne-nous ce qu'on t'a donné. C'est pour ça qu'il a eu une sentence légère. 6 mois. Et là, il n'a passé que 6 mois en prison, puis il était parmi les premiers libérés. Parce qu'effectivement, il ne fait pas partie du mouvement. Mais il s'est fait manipuler par le mouvement. Aujourd'hui, dans le jargon, on l'appelle les mules. Le brel. Vous savez, l'autre jour, je lis un documentaire sur les kamikazes en Syrie et en Irak. Ceux qui se font exploser. Et ce que j'ai appris, c'est horrible. On les appelle les mules. Vous savez c'est quoi les mules? Le brel. Le brel. Assurdoun. Ouais. Les mules. C'est quoi ces mules-là? C'est des gens imbéciles. Ils ne sont pas intelligents. Ils veulent faire le djihad. Et ceux qui sont les cadres du djihad, de Qaïda ou Daesh ou peu importe, ils les choisissent. Ils savent que ces gens-là sont sincères. Et c'est des gens-là qui répondent à leurs impulsions. Et les appellent les mules. Tiens, tu vas prendre ça, tu vas le déposer à telle place. Et au moment où lui, il prend la charge avec lui dans sa voiture pour aller la déposer, eux, ils le surveillent à télécommande. Une fois qu'ils croisent l'objectif qu'ils veulent, ils font sauter la voiture avec lui. Lui n'est jamais parti pour se faire sauter. Mais c'est un brel, un surdoun. On lui donne la charge dans sa voiture, dans la camionnette. Il lui dit, tu vas la ramener à tel groupe. Mais sur le passage, ils lui définissent l'itinéraire et le passage. Et sur le passage, arrivé au point A, où ils veulent exploser, ils appuient et la voiture s'explose avec un surdoun dedans. C'est ce qui s'est passé avec mon frère. On l'a utilisé, ton cartable il est bien, ben tiens, mets-le là-dedans. Mets ces documents. Arrivé devant le lycée, donne-nous les documents. Mais c'est ce qu'on appelle le Rosler, complice. Tu as participé d'une façon indirecte malgré toi. Et alors le monsieur vient me voir, il me parle de djihad. Il me dit, quelle heure il est? Il me dit, tu n'as pas le droit. Il n'y a pas de djihad dans l'islam. Il n'y a pas de tourisme dans l'islam, pardon. Il n'y a pas de tourisme dans l'islam. Et ça, je vous parle, croyez-moi, j'avais entre 12 ans et 18 ans. Je ne me rappelle pas exactement de l'événement. Mais je sais que je peux le relier avec le match Maroc-Togo. Je peux le relier. Parce que ce sont deux événements qui sont reliés. Tu n'as pas le droit de... Et subhanallah, j'aurais aimé maintenant avec eux, j'ai un peu, alhamdoulilah, j'ai appris la science, j'ai appris la jurisprudence, j'aurais aimé qu'il me dise, écoute, la visite familiale, c'est une obligation dans l'islam, mais aller voir un match pour perdre du temps, c'est illicite. Non, il les a rassemblés tous les deux ensemble. Et il m'a répondu par rapport à la visite familiale. Donc ce cadre-là, qui soi-disant il appartient à la jeunesse de Shabiba, qui veut soi-disant nous enseigner la religion, et qui nous dit, voilà, lisez ce hadith, lisez ce livre, il veut nous apprendre l'islam. Mais de quel islam il parle? Il ne sait même pas faire la différence entre une relation familiale et un match de foot. Il aurait pu faire la séparation. Ah, tu as été voir la famille, ce n'est pas un problème. C'est bien. Jazakallahu khairan, c'est une bonne chose. Établir ar-rahim, siratul rahim, établir les liens familiaux. Mais le match, perdre du temps pour aller voir un match et ne pas assister au cercle dans lequel on apprend la religion, là il y a un problème. Tu as préféré le jeu au sérieux. Là je peux comprendre que c'est une approche éducative, c'est de la pédagogie. Tu vas pas laisser quelque chose qui va t'enrichir, c'est la science de la religion, et tu vas aller regarder un match de foot. Mais que tu me dis, parce que moi j'ai utilisé le terme tourisme, je l'ai utilisé par rapport à quoi? Siyaha, je l'ai utilisé par rapport à la visite familiale. J'étais rendre visite à ma famille à Marrakech. Et quand j'étais à Marrakech, tu me dis il n'y a pas de tourisme. Donc c'est comme si tu me dis, vous voyez quelle emprise il veut avoir sur toi? Même tu n'as pas le droit d'aller voir ta famille. Et alhamdoulilah, je n'ai jamais donné d'allégeance, rien du tout, j'étais jeune. Quand on m'a interpellé pour assister dans un dars. Et chaque dimanche, on va se voir, lire le Coran, l'exégèse du Coran, apprendre la sunna, lire un livre, comme je vous ai dit, le livre de Madi' al-Intima' ila al-Islam Fathi Ken. C'est tout ce que j'ai compris. Mais en aucun moment, je n'ai compris que je dois rendre des comptes.
et je dois marquer ma présence et mon absence, et que je dois être engueulé. Alors dès qu'il m'a dit ça, je retourne à la maison et je me calfeutre à la maison, auprès de ma mère. J'ai vu ma mère souffrir et je n'ai pas envie de la voir souffrir encore une deuxième fois. Et j'ai même coupé avec la mosquée. Et je l'ai dit à ma mère, la mère, elle pense qu'à une seule chose. Là, la foi disparaît, tout disparaît. Hein. La mère ne pense qu'une seule chose, te protéger. Une semaine ou deux, je ne sais pas combien de temps, je ne me suis pas rendu à la mosquée. Et pourtant, à la mosquée, j'étais connu parce que j'étais la canne de Cheikh Bouchaïb Lahdna. L'imam Ratib, celui qui fait les 5 prières, c'est un imam aveugle. Il s'appelle Bouchaïb. Son nom de famille, je le maîtrise toujours, Lahdna. Lahdna. Il est de Doukala. Et c'était un aveugle, il touche ta main, il s'est quitté. Il connaît l'horaire des prières. Le Fajr, il marche de chez lui à peu près 500 mètres, 1 kilomètre, jusqu'à la mosquée, il habite dans des bidonvilles. Et rappelez-vous de ce qu'il m'a marqué dans l'événement de mon frère Ahmed. Ce qui m'a marqué, il avait 18 ans, 19 ans. Ce qui m'a marqué, ce sont des proches de la famille, pas mes cousins, mes cousines. Ceux-là, non, ils ont gardé le contact, mais des proches de la famille qui ont décidé de ne plus venir nous voir. Et ça nous a marqué. Du jour au lendemain, on est devenu comme une maison, des gens qui menacent l'État et qui créent le désordre dans le pays. Du jour au lendemain, vous savez comment ils sont les langues. Blablabla. Si aujourd'hui vous avez les procès médiatiques, autrefois vous avez d'autres types de procès. Vous savez les quoi? Les procès des toits. Ou le flan. Tu sais, ou l'enfant de tel. Ah, ils l'ont pris. T'as pas vu comment ils l'ont pris? Non, je l'ai pas vu. Ah, des chaînes autour du cou et des mains et des pieds. On dirait un ogre. Et pourtant, le papa, il dit non, il a été interpellé simple, une menotte, et puis même ils l'ont caché avec un tricot. Ils lui ont dit, tu viens avec nous. Et ils en ont ajouté des histoires. C'est ce qu'on appelle les procès du peuple, du quartier. Et chacun donne de sa version. Et Allah, notre maison, il est devenu comme une maison qui porte la peste. Les gens ne passent pas devant. Pour vous dire la peur qui s'est installée. Et tout ça, ça m'a marqué. Et tout ça, ça m'a pris de se mettre dans cette position de me retirer au dépens d'abandonner la prière. Au dépens d'abandonner Et il n'est jamais venu toquer chez nous ou envoyer quelqu'un lui aussi. Il n'a jamais dit, bah, tiens, Mohamed Khattabi s'est absenté. Peut-être je lui dis quelque chose qu'il ne fallait pas. Ou peut-être, non. Jamais il n'a cherché à me contacter. S'il l'aurait fait, je l'aurais dit, voilà pourquoi je me retire. Et voilà pourquoi je m'éloigne de la mosquée. Et voilà, je ne viens plus prier dans cette mosquée. Pourquoi? Parce que tu m'as terrorisé. À l'époque, on ne parle pas de terroriser. Mais c'est le vrai terme aujourd'hui que je vais utiliser. J'étais terrorisé à l'intérieur de moi. Cet événement qu'on a vécu dans la maison, c'est un événement qui m'a donné un vaccin. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? On est rentré pour apprendre la religion. Et je me vois du jour au lendemain sous contrôle et sous contrainte. Je dois rendre des comptes à une personne que je connais même pas que du quartier. Je le connais du quartier, hein, c'est quelqu'un du quartier. Et je le connais, il était dans la littérature et ce n'est pas un shir ni un imam. Et mon shir qui est Bouchaïb Lahdna, que j'ai l'habitude d'accompagner, et je vais consacrer un épisode à Bouchaïb Lahdna, Allah yarhamou, ce que j'ai appris de lui. Et il était hafid de Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim du Sunan, il les connaissait par cœur. C'est un cheikh, masha'Allah, mais il ne fait pas le sermon de vendredi. Il fait parfois les dars entre le Maghrib et après le Hizb, quand il reste 10 minutes, 15 minutes pour l'Isha. Il fait quelques minutes où il narre, il était narrateur, rawi. Il n'interprétait pas, il fait la narration. Et c'est le seul qui demandait de mes nouvelles dans la mosquée. J'aimerais ajouter quelque chose qui est très important aussi, il y a un rôle des parents. Ma mère, la première réaction, c'était quoi? N'y va plus à cette mosquée. Même pas cette mosquée, n'importe quelle mosquée. Et elle m'a dit, tu coupes. Et je n'ai pas pu lui dire non. Vu que j'ai déjà un passé, je l'ai vu souffrir. Et qui veut voir sa mère souffrir? Donc, même peut-être que ce frère, il était maladroit,
Mais moi, j'ai pris au premier degré ce qu'il m'a dit. Au premier degré, la sonnette d'alarme. Et j'étais directement à ma mère et lui ai raconté, j'y vais plus à la mosquée. C'est-à-dire, vous imaginez, on arrive à un point que les parents ne te demandent plus est-ce que tu pries ou tu ne pries pas. La seule chose, c'est qu'ils cherchent à te protéger. Ne va pas à la mosquée. Tellement qu'une peur s'est installée par l'ancien événement qu'a subi mon frère. Et ma mère, Mskina, je ne peux pas lui en vouloir, Allah yarhamha, pour lui dire pourquoi tu ne m'as pas demandé la prière ou de continuer à prier. Elle était fière quand il entendait mon adhan. Parce qu'il savait que je faisais l'adhan. Et vous savez, à l'époque, les haut-parleurs et prendre le micro, dans les années 70, c'est pas on est dans les années maintenant, chacun peut avoir accès à un enregistrement, il peut enregistrer sa voix. On a aujourd'hui le Facebook, on a les réseaux sociaux, tu peux te filmer, tu peux faire un discours, tu peux parler, tu peux faire TikTok, tu peux faire ce que tu veux. À l'époque, entendre la voix de quelqu'un faire l'adhan dans le quartier, c'est une fierté. Ben, tout ça, ma mère l'a mis de côté. Reste auprès de moi. Parce que ça ne vaut pas la chandelle que tu vas à la mosquée pour que je te perds comme j'ai perdu pendant 6 mois ton frère. Ça, c'est un événement que j'ai partagé avec les jeunes de la mosquée à l'époque. Et le salafisme commence à voir le jour. Et quand je dis le salafisme wahhabisme, il commence à se manifester dans la société marocaine. Et je me rappelle que le premier adhan que j'ai fait, un des salafis m'interpelle, je crois qu'il s'appelle Abdelrahim, il m'a dit, c'est toi qui as fait l'adhan. Au lieu de me féliciter, pour vous dire, quand on n'a pas de cadre, on fait n'importe quoi. Moi, le cheikh, avant de m'envoyer faire l'adhan, il m'a enseigné. Ah, voilà ce que tu dis, voilà ce que tu dis. Il m'a enseigné, il a confiance en moi, il me donne la clé. Et j'ouvre le local et je rentre et il m'a dit, voilà comment tu fais, et tu fais l'adhan et quand tu finis, tu fermes. Je dis, oui, c'est moi. Il m'a dit, ton adhan ne passe pas. Je dis, pourquoi mon adhan ne passe pas? Il me dit, parce que tu dis Wakbar. Effectivement, j'étais jeune, je vous dis, 12 ans, 13 ans. Et 12 ans, 13 ans, tu n'as pas la maîtrise totale. Donc tu ne fais pas attention avec le chant. Je dis Allahu Akbar. Vous voyez, Allahu Akbar. Je dis Allahu Akbar. Je ne dis pas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Au lieu de m'enseigner que évite le waouh, moi je ne fais pas attention parce que je veux embellir ma voix. Je dis Allahu Akbar, Allah Akbar, et j'ajoute avec le dhamma, j'ajoute le waouh, comme l'atf. Je dis pourquoi? Il m'a dit Akbar, c'est une divinité adorée par les Qurayshites. Tu as fait un adhan de mouchrikin. Tu as dit Allahu Akbar, et en même temps tu as rendu la divinité comme Hubal, de Lat ou l'Uzza, tu l'as rendu aussi sacré que les divinités, tu as dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, avec le waouh. Et Akbar, c'est une divinité, c'est une statue adorée par les Qurayshites. Je n'ai même pas cherché à savoir est-ce que c'est vrai ou c'est faux. Pour vous dire, même dans la réussite, il y a de la critique. Donc je suis en train qui me dit, pas de djihad dans l'islam, et l'autre qui me dit, ton adhan est un adhan de shirk. Tu sais même pas où te donner la tête. Pour vous dire qu'il y a une jeunesse abandonnée à elle-même. Et cette jeunesse, c'est ce qu'ils vont récupérer certains au nom de la mouvance musulmane, ce qu'on appelle Harak al-Islamiyya. Ils vont les récupérer. Il y en a qui vont les récupérer de bonne intention, les éduquer, les réformer, leur apprendre le sens de la religion. Et il y en a qui vont les récupérer pour qu'ils fassent des bêtises, comme Daesh a récupéré pas mal de jeunesse européenne. Ils leur disent c'est le djihad, mais la réalité, ils les ont menés sur une voie qui ne mène que vers l'enfer. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.